les applications numériques, là, les petits calculs d'ordre de grandeur. Voilà. Donc, vous avez vos brouillons. On va regarder ça ensemble, rapidement, avant de démarrer le cours. Bien. Donc, je vous avais donné, pour rappel, un certain nombre d'indications. Donc, d'ordre de grandeur, charge élémentaire, les constantes de force. Donc là, on va utiliser deux forces qu'il va falloir mémoriser maintenant. Force d'interaction électrostatique entre deux charges qu'on considère ponctuelles, localisées, situées par un point, et force d'interaction gravitationnelle, pareil, entre deux objets massifs qui sont ponctuels, localisés par un seul point. Là, j'ai noté D, la distance entre les deux, entre ces deux points. Et puis on va mieux appréhender, là par le chapitre qui vient, la notion de champ électrique et champ magnétique, pour exprimer autrement donc, ces forces. Voilà, alors d'abord regardons un petit peu les ordres de grandeur, parce qu'il s'agit de forces qui vont intervenir et être utilisées sur des particules élémentaires, des particules microscopiques, des particules chargées. Donc ça peut être un électron, ça peut être un noyau, ça peut être un ion. Donc voilà, des échelles qui ne nous sont pas très habituelles. Donc c'est pour ça que je vous propose cette application numérique. Donc considérons un électron qui est attiré par un proton. Voilà, bon, modèle classique de l'atome d'hydrogène par exemple, hein, c'était le modèle de Bohr. Donc on peut se dire que ce sont des objets massifs, donc il y a traction gravitationnelle entre eux, chacun a une masse. Et puis, ce sont des objets chargés, donc interaction électrique. On a un proton positif, un électron négatif, donc ils s'attirent. Voilà, ils s'attirent ils s'attirent d'une part par gravitation et d'autre part par interaction électrique. Donc là, il vous suffit d'appliquer les formules. Hein. Voilà, d'appliquer les formules qui vous sont données en les comprenant. Pour les transposer, c'est-à-dire que la force d'interaction gravitationnelle qui est toujours attractive, elle fait intervenir grand G, la constante de gravitation universelle. Vous devez savoir qu'elle existe, vous devez savoir qu'elle intervient là, vous devez être capable de retrouver son unité. Bon, après, sa valeur, elle vous sera rappelée. Donc, produit des deux masses. Donc là, M1, M2, c'est la masse de l'électron fois la masse du proton. Et puis divisé par leur distance au carré. Voilà. Leur force d'interaction électrique, là je m'intéresse juste aux valeurs, mais sinon elle est attractive aussi entre proton et électron. C'est le produit des charges Q1, Q2, ici ça fait E carré, puisque chacun a une charge élémentaire, positive ou négative, mais E carré. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est un coefficient magique pour vous, qui joue le même rôle que la constante de gravitation universelle. Hein, ce sont des constantes de proportionnalité pour que le produit des charges divisé par une longueur au carré, ça donne une force. C'est ça. Si on avait un autre système d'unités, on aurait d'autres coefficients, éventuellement égal à 1, d'ailleurs, pour la force d'interaction électrique. Il y a des gens qui militent pour ça. Mais voilà. Donc epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la permittivité diélectrique du vide. Bon, vous verrez ça plus précisément l'année prochaine en cours d'électromagnétisme. Donc là, il y a un coefficient, 1 sur 4 pi epsilon 0, qui est juste une constante, pour faire le lien entre charge, longueur et force. La physique de l'affaire, c'est que la force, elle est proportionnelle à chacune des charges et inversement proportionnelle à leur distance au carré. Ça, quel que soit le système d'unité, on observe ça, c'est la réalité physique. Bien, voilà, donc pour transposer ces deux forces. Donc si on considère le même proton et le même électron, la distance est la même pour les deux interactions. Voilà, donc comment faire pour les comparer? Pour les comparer, on va voilà. On va utiliser le fait que la distance est la même. Le plus simple, je pense, c'est de calculer un quotient. Calculer un quotient, donc dans un sens ou dans l'autre sens, voilà, chacun peut l'écrire comme il veut, puisque là, dans le cas général, on n'a pas de possibilité de faire d'application numérique avec D. Donc par exemple, dans ce sens-là, la particularité du couple proton-électron est bien là. Par contre, le 4 pi epsilon 0G, il est toujours là, quelle que soit la paire
de charge. Donc si on fait l'application numérique, là, compte tenu des ordres de grandeur, bon, vous pourriez le faire un petit peu de tête, hein. On voit les puissances de 10, ici, là. Donc on a pour le produit des deux 10 puissance moins, allez, on va dire moins 11, puisque c'est presque 9, et 10 puissance moins 10, donc 10 puissance moins 21 en produit des deux. Voilà, inversé. En haut, on a la charge élémentaire de puissance moins 19 au carré. Et puis en bas, on a aussi des charges avec des puissances de 10 négatives très très élevées. Donc il reste 39 puissance de 10 qui montre que de toute façon on n'a pas besoin de faire une application numérique fine, on n'a pas besoin de calculatrice là pour voir que ce quotient il est extrêmement élevé, très supérieur à 1. Mic Voilà. on, mic off. Moralité. Qu'est-ce qu'on va conclure de ça? Est-ce que vous avez une conclusion à proposer là dans la discussion? Vous pouvez l'écrire ou dire. Quelle est votre analyse de ce résultat? Voilà, la force électrostatique, elle est beaucoup plus grande. Donc effectivement, on va pouvoir négliger complètement l'effet gravitationnel. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Dans l'interaction entre particules microscopiques, protons, électrons, ions, peu importe, l'interaction gravitationnelle est négligeable. Dès qu'il y a une attraction ou une répulsion électrique liée à la présence de charge, on peut complètement, à cette échelle-là, négliger la gravitation. Voilà, donc à retenir. Donc dans les exercices ou les problèmes utilisant le chapitre qu'on va traiter, donc mouvement de particules chargées microscopiques dans un champ électromagnétique, dès qu'il y a une composante électrique, on va négliger complètement l'effet gravitationnel entre elles. Voilà, donc ça c'est à garder à l'esprit. Et puis à citer, peut-être qu'en propriété. On sait qu'à cette échelle-là, l'attraction gravitationnelle, elle est négligeable dès qu'il y a interaction électrique. Donc ça, le dire, ça permet de montrer qu'on n'a pas oublié ce type de force, seulement on sait que ça ne pèse pas. Voilà. Alors, deuxième cas de figure. Un proton, voilà, au voisinage de la Terre, donc dans un labo, je ne sais où, est soumis à un champ électrostatique de 1 volt par mètre. Alors 1 volt par mètre, on va voir ça tout à l'heure, c'est rien, c'est extrêmement faible. Voilà, là chez nous on a facilement des centaines de volts par mètre, enfin c'est pas rare. 1 volt par mètre c'est vraiment le minimum du minimum, quelque chose qui n'est pas du tout polarisé. Donc, quelle est la force électrique qui va s'exercer sur lui? Quel va être son poids? Donc, là, c'est expression classique directe. Il s'agit d'un proton. Donc, sa charge, c'est la charge élémentaire. D'après le formulaire, la force, c'est la charge fois le champ E. Voilà. On nous dit que E, c'est 1 volt par mètre. Et ensuite, le poids, bah, c'est mg, tout simplement. Produit, masse, gravitation. Champ de pesanteur. Donc, pour la masse du proton, donc voilà, on prend la masse du proton, la charge du proton, le rapport champ électrique, champ de gravitation, bah, ça va être 1 pour champ électrique et puis on va dire 10 pour champ de gravitation. Donc là encore, on peut écrire le quotient des deux, ou vous calculez la valeur de chacune pour les comparer, peu importe. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit finalement? Est-ce qu'il y a une des deux forces qui est prépondérante devant l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui est négligeable? Hein? On fait l'application numérique, là vous avez dû la faire. Hein, on a donc des forces bien sûr qui sont, pour nous, ça ne nous parle pas tellement, hein, infimes. Forcément, c'est des forces à l'échelle microscopique. Donc, comme ça, là, sorti de nulle part, 10-19 newtons, 10-26 newtons, bon, 10-40 newtons, 10-20 newtons, peu importe, hein, on imagine la même chose, c'est tout petit, ça ne nous parle pas. Par contre, on voit bien, en comparant les deux,
que le poids, là, ne joue pas. Le poids est complètement négligeable. Donc quand on a des accélérateurs de particules, des tubes à vide, des faisceaux d'électrons, des faisceaux de... Voilà, peu importe, dans le labo ou sur Terre, le poids est complètement négligeable. Dès qu'il y a un champ électrique, là c'est vraiment le minimum de ce qu'on pourra observer, et bien c'est ça qui va jouer. Voilà, donc on ne va pas oublier le poids, mais on sait que c'est négligeable. Donc voilà, donc dans nos modèles, dans nos équations de mouvement, il n'y aura jamais le poids à prendre en compte. Donc deuxième état à retenir. Donc d'une part, les particules entre elles ne vont pas s'attirer par gravitation, enfin elles le font, mais ça n'aura pas d'effet visible. L'attraction gravitationnelle est négligeable. D'autre part, le poids de chacune est une force négligeable dès qu'il y a une force électrique, qu'elle soit d'interaction entre deux particules ou de pesanteur. Voilà, donc ça c'est le deuxième résultat à retenir. Alors maintenant, imaginons ce qui se passe dans un champ magnétique. Alors là, ce que j'ai indiqué, c'est l'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre. Hein, donc celui qu'on détecte avec la boussole, celui qui fait tourner la boussole. Donc le champ magnétique créé par la Terre. La Terre, le globe, qui est un aimant. Bon, un aimant peu puissant, c'est donc un champ extrêmement faible, enfin quand même, oui, extrêmement faible, à 5 × 10⁻⁵ Tesla. Enfin, en tout cas, c'est le minimum de ce qu'on va avoir dans le labo. Voilà, on ne peut pas supprimer ce champ qui est d'origine terrestre. Dès qu'on aura des aimants, dès qu'on aura des courants, ça sera plus. Voilà. Donc, à quelles conditions le poids est-il négligeable par rapport à cette force magnétique? Donc là, il faut garder à l'esprit, c'était rappelé dans le formulaire, que la force magnétique, elle dépend de la vitesse. D'accord? QV vectoriel B. Et donc on veut comparer QV vectoriel B à mg, le poids. Voilà. Donc si on veut que le poids ne soit pas négligeable, il faut que QV vectoriel B soit pas trop fort. Voilà. C'est un produit vectoriel, on a revu ça vendredi. Le produit vectoriel, il est maximal, optimal, lorsque les deux vecteurs V et B sont orthogonaux. Voilà. Hein, donc c'est là que c'est maximal. Donc lorsque c'est orthogonal, au maximum, on aura une valeur QVB. Voilà. Donc là, on peut, en ordre de grandeur, pour avoir une idée rapide, comparer QVB à mg, sachant que la force magnétique, elle sera optimale lorsque la vitesse est bien orthogonale à B. Donc là, après, il y a plein de façons de mener le calcul. Voilà, on peut, je sais pas, calculer V pour que les deux soient égales, par exemple. Hein, si on a égalité, on peut calculer cette vitesse frontière pour que les deux forces soient égales. Sinon, on peut, je sais pas, oui, réfléchir aussi en inégalité. Enfin, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, on veut que le poids ne soit pas négligeable, donc il ne faut pas que la vitesse elle soit trop forte. D'accord, donc voilà, donc on va pouvoir estimer que c'est simple. Alors, on enlève le produit vectoriel parce qu'on n'a aucune indication sur le sinus de l'angle, sur l'orientation. Donc, il est clair que si la vitesse est parallèle à B, il n'y a pas de force magnétique. Donc là, le poids n'est pas négligeable, évidemment. Hein, donc comment doit être la vitesse? La vitesse, elle ne doit pas être trop parallèle à B. Et on peut estimer l'ordre de grandeur de la vitesse lorsqu'elle est orthogonale, par exemple, pour que ça soit simple, puisqu'on est là dans un cas général. Il est clair que si V est parallèle à B, il n'y a plus de force magnétique, donc le poids n'est pas négligeable. Plus V va être proche de B en direction, et plus la force magnétique sera petite, donc le poids sera facilement non négligeable. Par contre, si V est orthogonal à B, donc c'est le cas que j'ai pris là pour le calcul, le produit vectoriel dans ce cas-là a une valeur QV fois B. Et
Et donc c'est le cas où la force magnétique pèse le plus. Donc c'est dans ce cas-là que peut-être le poids a le plus de chances de devenir négligeable. Voilà, donc je cherche là la vitesse, peut-être qui fera que les deux sont égales, par exemple. Bon, il y a plusieurs façons de procéder, hein. Si vous avez une idée bien nette. Donc voilà, donc la force magnétique compte tenu de l'angle, elle est O plus égale à EVB. E, la charge du proton, plus E. Mais ça peut être moins, voire beaucoup moins, si V est plutôt parallèle à B. Le poids lui change pas, c'est la masse du proton fois G. Donc voilà, donc en combinant les deux, bon, on peut estimer une vitesse faisant que si on a égalité, en orthogonale, les deux forces ont la même valeur. Voilà. Donc c'est vrai que cet ordre de grandeur-là, il donne déjà une idée d'ordre de grandeur de vitesse permettant d'avoir un poids qui n'est pas négligeable. Voilà. Et donc cette vitesse, quand on fait l'application numérique avec le champ magnétique terrestre, on trouve 2 mm par seconde. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous semble lent, rapide, classique pour un proton? Bon, alors là encore, c'est pas quelque chose qui vous parle peut-être beaucoup, mais c'est lent, c'est très lent puisque le proton, il est en mouvement naturel d'agitation thermique. Il a une énergie cinétique intrinsèque, comme l'électron, comme n'importe quel atome. On a parlé des vibrations des molécules. À échelle microscopique, mis à part à 0 Kelvin, tout est dynamique, hein, ça bouge. Voilà, donc 2 mm par seconde, c'est très très faible. Donc ça veut dire que si on a un proton hyper froid, là, très très lent, extrêmement lent, qui bouge en orthogonale de ce champ magnétique, eh bien la force magnétique, elle sera de l'ordre de grandeur du poids. Ça veut dire que dès que la température sera usuelle, ça va bouger naturellement beaucoup plus. Là, je ne parle pas de quelque chose qui a été accéléré, hein, juste de son mouvement simple, voilà, qu'on pourrait considérer d'état de repos. Et bien, voilà, d'emblée, la force magnétique, elle sera plus forte que le poids. Donc, conclusion, est-ce que lorsqu'une particule, donc là un proton, est soumis à un champ magnétique, est-ce qu'on va prendre en compte le poids? Dites-moi ça. Doit-on prendre en compte le poids lorsque le proton est soumis à un champ magnétique? Donc s'il est juste sur Terre ou s'il y a un aimant, le champ sera encore plus fort. Est-ce qu'il faut prendre en compte le poids pour ce proton? Alors, vous êtes partagés. Bon, bah, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, tout va bien aujourd'hui. Non, on ne va pas prendre en compte le poids. Hein, la vitesse, elle sera très très rapidement, très naturellement supérieure à 2 mm par seconde. Dès qu'on aura autre chose que la Terre, le champ magnétique va devenir plus grand. Le champ magnétique sera très très naturellement supérieur à celui-là. Donc voilà, donc cette limite de 2 mm par seconde, elle ne peut que baisser. Donc dans la plupart des cas, de façon très très usuelle, la force magnétique va être très supérieure au poids. À moins que on ait vraiment un mouvement collinéaire AB. Mais voilà, ça reste improbable. Hein, donc, voilà, donc on va retenir là encore que non, on ne va pas prendre en compte le poids. Donc dans toutes les situations de systèmes chargés microscopiques
en présence d'interactions électriques ou magnétiques, que ça soit naturellement par la Terre, que ça soit entre elles, interaction entre elles, que ça soit sous l'effet d'un circuit électrique ou d'un aimant, eh bien tout ce qui est gravitationnel est négligeable. Voilà, donc on n'est pas obligé de l'oublier, on peut le dire simplement en introduction qu'on le néglige, comme vous avez pris l'habitude de dire qu'on néglige les frottements lorsqu'on le fait. On ne les oublie pas, mais voilà, on ne les prend pas en compte parce qu'on pense que ça ne va pas vraiment changer les choses. Là, pour l'interaction gravitationnelle, c'est vraiment une excellente approximation. Hein, pas du tout s'embêter à conserver le poids dans nos calculs. Voilà. Donc ça, c'est la moralité de ces petites applications numériques. Bien. Donc c'est pas que pour le cas du proton, non, non. On a fait des applications numériques avec l'électron, avec le proton. Là, j'ai pris le proton parce que sa masse est plus grande que celle de l'électron. Si on avait pris l'électron, la masse était plus petite, donc là, la vitesse était encore plus faible. Pour essayer de voir dans quelles conditions on aurait une force, un poids plus fort ou une force magnétique plus forte. Mais non, 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 ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai pour un proton, c'est vrai pour un électron, c'est vrai pour un ion, c'est vrai pour un noyau, même un ion moléculaire, hein, pour tout ce qui est microscopique chargé, ça va être vrai. Voilà. Hein, si vous voyez les ordres de grandeur, c'est tellement loin. Voilà, donc après vous pouvez vous amuser à faire le calcul avec un objet macroscopique. Alors un objet macroscopique, il va avoir une charge qui ne va pas être en charge élémentaire quand même. Hein. Ça va être quelques coulombs sa charge. Et sa masse, au moins quelques grammes. Voilà. Bien. Donc on va se focaliser maintenant sur le mouvement de ces particules dans un champ électromagnétique. Voilà, donc c'est le chapitre que je vous ai donné. Vous allez pouvoir, vous l'avez peut-être déjà lu, on va le dérouler ensemble pour que ça soit bien clair. Voilà. Donc nous avons déjà parlé de la force de Lorentz, hein, donc il faut connaître. Il faut être capable de l'écrire complètement et puis parfois de ne garder que une composante ou l'autre, mais il faut savoir l'écrire. Donc on va parler là d'une particule qui est décrite par sa charge Q en coulomb. Donc si c'est un proton ou un électron, bah, c'est la charge élémentaire, positive ou négative. Hein, là c'est algébrique, c'est la charge algébrique. Cette particule, elle est située par un point, donc on la décrit sous forme de point matériel, elle est en M, et puis on regarde au cours du temps ce qui lui arrive, où elle est, son mouvement au cours du temps. Voilà. Donc ce qui va compter, c'est ce qu'elle rencontre, ce qui se passe là où elle est. Donc E, le champ électrique, B, le champ magnétique, donc les deux composantes du champ électrique. Seul en régime stationnaire, indépendant du temps. Le champ qu'elle correspond, c'est le champ si on va
J'attends un peu que tout le monde soit reconnecté, ça m'a l'air d'aller. Donc voilà donc l'expression de la force de Lorentz à connaître. Là on va classique et simple. Donc voyons ce qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique, donc c'est le champ d'interaction électrostatique. Donc par exemple entre deux particules chargées. Ici. Et bon. Bon. Bon, donc on va espérer que ça déconnecte pas trop tout le temps et continuer, tenter de continuer malgré tout. Voilà. C'est le problème du mercredi après-midi. Hein, ça nous l'a fait aussi au lycée. À la fois on est tranquille, mais alors, en termes de réseau, c'est là qu'il y a toutes les interventions. Bien, alors revenons à notre affaire. Donc, pour le champ électrique, là, la force d'interaction, elle est en produit des charges divisé par la distance au carré. Donc c'est la même structure que, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est la même structure que la force de gravitation, avec 1 sur 4 pi epsilon 0, le facteur qui est devant. Voilà. Donc là, vous voyez comment c'est écrit, pour éviter d'avoir à définir un vecteur unitaire, eh bien, on met vecteur OM, qui a une longueur, divisé par longueur au cube. Donc comme ça, longueur sur longueur au cube, ça fait l'inverse de la distance au carré de O à M, et puis c'est porté donc par ce vecteur unitaire-là, le long de OM. Voilà, ça évite de le définir. Donc ce vecteur unitaire-là, c'est le vecteur OM divisé par le module, la distance entre les deux. Voilà, donc produit des charges divisé par longueur au carré. Ce produit-là, si je me dis que cette charge qui est en M petit q, elle peut bouger, voilà, elle peut se déplacer, et bien si elle bouge, la seule chose qui va changer, c'est la position de M et la distance entre les deux, donc le vecteur OM, mais cette force, elle dépend que du point où se trouve la charge, et elle est toujours proportionnelle à la valeur de la charge. Donc c'est ce qui nous amène à écrire que cette force, c'est la charge fois le champ. Comme on fait pour le poids. Pour le poids, on dit c'est mg, puisque le poids à un endroit donné, il est le même pour toutes les masses qui sont à cet endroit-là, qui sont soumises au même champ G.
Donc, on va dire que cette force, c'est Q fois un vecteur qui dépend de la source de l'interaction électrique, donc qui dépend de O, et qui dépend donc de la présence de la charge grande Q au point O, et qui serait commun à toutes les charges, quel que soit petit q, qui se situeraient au même point M. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le champ électrique, comme on parle du champ de gravitation, du champ de pesanteur ou du champ de gravitation. Du coup, là, vous avez l'expression du champ électrique créé par la charge grande Q placée en haut. Et ça, c'est le champ qu'elle crée en grand M. Voilà. Donc, cette expression, vous pouvez la retenir éventuellement. Ce qu'il faut surtout connaître pour l'instant, c'est ça, les deux façons d'écrire la force électrique, soit interaction entre deux charges, voilà, force de Coulomb, Q1, Q2, ce qui est 0 divisé par la distance au carré, et portée par la droite, l'interaction OM, ou la force qui est la charge qui l'a subie fois le champ à l'endroit où elle est. Voilà. Et puis l'an prochain, cette expression du champ électrique, il faudra que ça vous soit naturel. Vous pouvez tout de suite l'apprendre, mais comprendre en fait là ce qu'on appelle le champ E. Ce qui fait que en chaque point de l'espace, il y a un vecteur E qui est défini, qui est de plus le champ créé par la charge qui est en haut, au point M. Et donc il est de plus en plus petit et il est dirigé par OM. Donc si se trouve, et pareil pour la charge qui va être de l'autre côté. Voilà. Voilà, si ça coupe à nouveau, j'ai peur que ça me redéconnecte. Bon, on va voir. Voilà, donc après, la direction dépend du signe de la charge qui est au centre. On définit un champ vers l'extérieur des charges positives et dirigé vers les charges négatives. Ça, c'est lié à la convention de charge. Voilà. Bon, pour que vous ayez une idée de ce qu'on appelle le champ électrique. Ce champ électrique, on va comprendre qu'il s'exprime en volts par mètre. À partir de 10 puissance 6 volts par mètre, eh bien, on a c'est le champ disruptif, le champ de claquage de l'air, ce qui fait qu'il y a un éclair, qu'il y a un arc électrique, qui fait que l'air devient conducteur. Donc ça dépend un petit peu du taux d'humidité, mais c'est cet ordre de grandeur-là. De façon classique, on peut avoir des champs en centaines de volts par mètre. Voilà. 1 volt par mètre qu'on a pris tout à l'heure, c'est vraiment extrêmement faible dans notre environnement. Bien. Alors, le champ magnétique, lui, c'est celui qui intervient dans la deuxième composante. Cette force électrique que l'on vient de voir, elle ne dépend que de la charge et du champ électrique, que de la charge et de l'endroit où elle est, pas du tout du fait qu'elle bouge ou qu'elle ne bouge pas. Alors que le champ magnétique, lui, il décrit l'effet lié à la vitesse. Donc cette force, cette composante magnétique de la force est directement liée au mouvement et l'état de mouvement de la particule chargée. C'est la différence entre les deux phénomènes. Le phénomène électrique, la seule présence de la charge fait qu'elle apparaît. Pour la force magnétique, il faut que cette charge bouge. Voilà, donc c'est un produit vectoriel. Donc on s'est déjà un petit peu entraîné, il faut continuer à s'entraîner pour la trouver. Hein, donc en orientation directe, on a un trièdre, QV, B et la force. Donc cette force qui sera toujours orthogonale au plan contenant la vitesse et le champ B. Toujours. Directement orthogonale. Donc premier vecteur QV. Alors méfiez-vous parce que QV, c'est dans le sens de V ou en sens inverse. Ça dépend du type de charge. Q est algébrique. B, le champ magnétique, et le vecteur force. Voilà. Donc entraînez-vous à bien trouver avec votre main droite, votre rotation, la direction et le sens de la force par produit vectoriel. Sans oublier de prendre en compte le signe de Q. Alors les champs magnétiques, ils peuvent être créés par la Terre, c'est le minimum pour notre environnement.
Ils peuvent être créés par des aimants, ils peuvent être créés par des circuits parcourus par des courants, ou les deux superposés, enfin voilà, ça s'additionne. Donc on aura un chapitre plus tard sur le champ magnétique. Donc pour l'instant, il faut simplement avoir une idée de ce que c'est, quelles sont ses sources. Là, je vous ai mis des cartes de champ. Donc sur une carte de champ, on voit des lignes avec des flèches qui nous indiquent qu'en un point de la ligne, le champ magnétique, il est tangent à la ligne. Ça nous donne la direction et le sens puisqu'elles sont orientées. Voilà, donc là, le champ B, il va être comme ça. Ici, il est comme ça. Là, il est comme ça. Vous voyez, avec les petites flèches. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de la topographie du champ, savoir comment va être le vecteur B aux différents points. Donc là, ce qui est représenté, c'est une bobine. Quand on veut qu'un circuit crée un champ magnétique fort, eh bien, on enroule. On a déjà parlé de ça. L'effet magnétique, l'effet d'induction, d'auto-induction, c'est lié à ça. Donc là, ce que vous avez en vert, là dessiné, c'est un bobinage serré, parcouru par un courant qui vient vers nous en haut et qui ressort dessous, vers l'arrière. Voilà. Bon. Ça, on reverra ça en détail plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le champ, bah, pareil, il est défini en chaque point. L'unité de champ magnétique, c'est le Tesla. Voilà. Le champ terrestre, c'est 10,5 Tesla, c'est un ordre de grandeur utile à connaître. Donc ça va être un champ un peu minimum pour nous. Et un Tesla, c'est une unité, c'est très grand. Hein. C'est-à-dire qu'un champ de 1 Tesla, c'est vraiment quelque chose qui va être formé par un électroaimant, voilà, pas les petits aimants qu'on a sous la main. Hein. Voilà. Donc les champs classiques, ils vont être plutôt en milli-Tesla ou en 10-2 Tesla. Voilà. Bien. Donc, quand on va considérer le mouvement des particules chargées dans un champ électromagnétique, eh bien, on va considérer qu'il y a à la fois des sources de champs électriques, donc des polarités, des zones chargées, positives ou négatives. Je vous rappelle que le champ électrique, il part des sources positives et il est dirigé vers les sources négatives, ou des aimants, des circuits parcourus par des courants, créant un champ B. Voilà, il peut y avoir les deux, ça s'additionne, ça se superpose. Donc, lorsqu'on a les deux, on est confronté global de cette force. La puissance de cette force, donc ça va être le produit scalaire de cette force avec la vitesse de la particule qui subit la force. Bon, quand on voit là l'expression produit scalaire, c'est distributif, hein. Donc on va avoir QE scalaire V, et puis QV vectoriel B scalaire V. Et donc QV vectoriel B scalaire V, ça donne, il faut bien retenir, c'est que ce produit scalaire, puisque ces produits scalaires avaient un produit vectoriel à V, eh bien c'est nul. C'est nul puisque la force magnétique V vectoriel B est toujours orthogonale à la vitesse. Donc ensuite, produit scalaire, ben, ça donne 0. Voilà. Donc la puissance de la force de la place, elle ne sera pas toujours nulle, mais elle sera toujours liée à E, uniquement, jamais à B. Donc ça, c'est une propriété majeure à toujours garder à l'esprit. La force magnétique, la composante magnétique de la force de Lorentz, elle ne travaille pas, elle ne travaille jamais. Jamais, jamais. Voilà. Donc, lorsqu'on a une force de Lorentz, la seule composante qui va travailler, c'est la composante électrique. Donc, c'est la seule qui va modifier l'énergie mécanique de la particule. La seule. La composante électrique. Ce qui fait que si on veut
accélérer au sens modifier la valeur de la vitesse, modifier l'énergie cinétique, il va falloir déployer un champ électrique, forcément. Donc un accélérateur de particules, c'est un système électrique qui utilise la force QE. C'est le seul effet permettant de modifier la vitesse des particules chargées, des systèmes chargés. Il n'y a que ça, modifier la valeur de la vitesse. Puisque pour ça, il faut une force qui travaille. Les forces qui travaillent, elles peuvent modifier l'énergie cinétique. La force qui ne travaille pas, eh bien, elle est toujours orthogonale à la vitesse. Donc la force qui ne travaille pas, par contre, elle peut dévier, elle peut modifier la trajectoire, elle peut agir, donc elle va agir sans modifier la valeur de la vitesse. Donc juste en déviation, uniquement. Ce qui fait que quand on veut faire tourner des particules, modifier leur trajectoire, construire leur trajectoire, guider la trajectoire, on peut utiliser B. On peut aussi utiliser E. E va aussi agir et pouvoir modifier, faire tourner, courber la trajectoire. Mais pour modifier l'énergie cinétique, c'est un champ électrique uniquement. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. Donc ça, c'est très très utile. Très utile. Donc on va voir que dans les cas simples, on va pouvoir raisonner en bilan d'énergie, enfin écrire les lois de puissance ou de faire des bilans d'énergie, ça va donner des résultats assez rapidement. On pourra aussi identifier les trajectoires, hein. Parfois ça sera utile. Voilà. Donc d'un point de vue énergétique, la puissance de la force de la place, c'est juste la puissance de la composante électrique. Vous allez admettre, on va le voir dans le cas particulier qu'on va utiliser, mais vous admettez que de façon générale, la force électrostatique, elle est conservative. Ça, c'est complètement général. Donc, ce qu'on appelle électrostatique, c'est en présence d'un champ électrique qui ne dépend pas du temps. Donc, qui peut ne pas être le même partout, mais il sera le même tout le temps. On aura toujours la même répartition au cours du temps. Donc, lorsque la particule va se déplacer, elle va bouger, donc elle va pas toujours être soumise au même champ électrique, mais ça, c'est pas grave. Si la répartition du champ électrique, si les sources du champ électrique sont dites statiques, c'est-à-dire indépendantes du temps, eh bien, cette force, elle est conservative. Vous l'avez déjà vu dans le TD sur l'énergie, en truc complémentaire, il y a le calcul de l'énergie potentielle d'interaction électrique. De façon générale, toutes les interactions électrostatiques, elles sont conservatives. Voilà, ce qui fait que la puissance, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, de la puissance potentielle, la dérivée temporelle de l'énergie potentielle, dont dérive la force électrique. Donc on va pouvoir calculer cette énergie potentielle. Cette énergie potentielle, elle est liée donc à la puissance de la force. La force, elle est proportionnelle à la charge Q qu'il a subie. Ce qui fait qu'on définit le champ E pour dire force par unité de charge. Eh bien, ça va être pareil pour l'énergie potentielle. Puisque, vous voyez, ça, on peut dire Q ne va pas varier. Donc la puissance, c'est Q que je factorise fois E scalaire V. Puisque l'ensemble est la dérivée potentielle de quelque chose, bah, E scalaire V, c'est moins la dérivée de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle V, le potentiel électrique. Donc, en d'autres termes, on peut dire que E scalaire V, donc E, le champ électrique qui s'applique sur la particule scalaire, la vitesse de la particule, eh bien c'est égal à l'opposé de la dérivée dans le temps de ce qui va être noté usuellement petit v, qui est le potentiel électrique. Le potentiel électrique à l'endroit où est la particule. Donc ce potentiel qu'on écrit en volts, potentiel dont on a parlé au début de l'électrocinétique, potentiel en un point, potentiel en un nœud.
On a dit que la tension électrique, c'est une différence de potentiel. C'est la différence de ce potentiel-là, qui s'exprime donc en volts. Voilà. Et donc en fait, ce potentiel en volts, c'est l'énergie potentielle d'interaction électrique par unité de charge. Voilà. Si on utilise la définition avec le travail, on va dire que le travail de la force de Laplace, c'est l'opposé de la variation de cette énergie potentielle. Et comme cette énergie potentielle, on dit que c'est la charge fois le potentiel électrique, c'est l'opposé de la variation de QV. Et Q varie jamais, c'est pour ça qu'on a tendance à le factoriser pour donner des choses qui sont plus intrinsèques, indépendantes de la présence ou pas de la charge, indépendant de la valeur et de la nature de la charge qui se trouve là. Donc c'est l'idée de la description en champ électrique E et en potentiel électrique V. Ça, E et V, ça ne dépend pas de la présence de la charge. On peut avoir Q, Q1, Q2, Q positif, négatif, grand, petit, peu importe. On aura le même potentiel électrique et le même champ électrique au même endroit. C'est l'intérêt de cette description réduite. Voilà, donc ça, vous l'admettez, et il faut apprendre cette relation, apprendre la définition du potentiel électrique en volts, donc comme étant l'énergie potentielle par unité de charge. Savoir que si on vous dit, voilà, un électron est à cet endroit-là où le potentiel c'est 10 volts, eh bien vous savez que son énergie potentielle, du coup, c'est la charge élémentaire fois 10. Donc ça sera 1,6 puissance moins 18 joules, son énergie. Alors bien sûr, c'est une énergie potentielle, donc la valeur toute seule, elle ne dit rien. Et donc le potentiel électrique, V, c'est pareil, c'est défini à une constante près, et si on ne connaît pas le choix d'origine, eh bien ça ne dit rien. Donc il n'y a que les variations de potentiel, les différences de potentiel électrique, les tensions électriques, ou les variations d'énergie potentielle qui vont avoir un sens. Voilà. Je peux d'ailleurs tout de suite vous montrer que là, on reparlera de l'électron-volt, mais là, vous voyez bien que l'énergie, en joules, elle a bien ici une dimension qui correspond à une charge électrique multipliée par un potentiel en volts. Hein, donc c'est ce qui est à la base de la définition de l'échelle d'énergie en électron-volt. Voilà. Alors nous, on va simplement rencontrer des cas hyper simples où le champ électrique est uniforme. Donc dans un champ électrique uniforme, eh bien on a partout le même champ. Ça veut dire que ce champ, qui a priori dépend de l'endroit et de la date où on s'y trouve, eh bien ici, il va être tout le temps et partout le même. Donc en description unique. Voilà, à chaque instant, on a tout le temps et partout le même champ, le même vecteur. Même direction, même sens, même valeur, hein, le même vecteur. Dans ce cas-là, donc, si on représente les lignes de champ, eh bien, ce sont des droites. Voilà. Et on peut les orienter. Donc le champ va du plus vers le moins. Pour obtenir ce type de topographie, eh bien, on peut se mettre entre deux armatures planes, comme à l'intérieur d'un condensateur. Deux grands plans, un chargé positif, l'autre chargé négatif. Et dans ce cas-là, le champ électrique, dans cette zone centrale, il va être uniforme. Au bout, non, mais au milieu, ça va être uniforme. Voilà, donc nous, on va se limiter à ce cas-là. Donc c'est très simple, la force électrique, du coup, devient une force constante. Quand on a commencé à travailler avec l'énergie potentielle, c'est le premier exemple, c'est le cas le plus simple. Travail d'une force constante. Donc là, l'intégrale de cette force constante le long de la trajectoire, QE scalaire dl. Comme c'est constant, eh bien, ça donne la force multipliée par le déplacement. Voilà. Hein, donc QE scalaire de A à B, le vecteur AB.
Voilà, tout simplement. Et comme on sait que c'est une force qui dérive d'une énergie potentielle, ça va être l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, de A à B. Donc énergie potentielle en A moins énergie potentielle en B. Okay. Donc si on considère que le champ il varie le long d'un axe X, un axe X là que je mets le long du champ, eh bien le déplacement il va se faire, le déplacement utile, le déplacement qui fait que la force travaille, il est selon X. Et donc tout ce qui compte, bah, c'est le chemin parcouru sur X. C'est tout. Donc le déplacement sur X, ça ne veut pas dire que la particule ne s'est déplacée qu'en ligne droite le long de X, mais que seule la variation de sa coordonnée X est utile. Un produit scalaire au champ électrique. Voilà. Et par définition de l'énergie potentielle, on sait que le travail, c'est l'opposé de la variation. Donc là, on voit bien qu'on a un travail qui est une variation, c'est une force constante. C'est un autre cas particulier de force constante. On avait déjà vu le cas particulier du poids. Hein, donc je vous ai parlé plusieurs fois du poids depuis tout à l'heure. C'est complètement analogue. D'accord ? Le poids mg au voisinage de la Terre, on dit c'est une force constante. Là, QE, c'est une force constante parce qu'on est dans un champ uniforme. C'est une force conservative et on va pouvoir donc identifier son énergie potentielle. Son énergie potentielle, donc en moins QE scalaire X. Alors là, il y a un moins, alors que pour l'énergie potentielle de pesanteur, on avait dit mgz plus constante, mais parce qu'attention, mgz, z, c'est la verticale ascendante. Donc z est défini dans le sens opposé au poids. Là, j'ai défini x dans le sens de la force. Donc il y a un moins. Voilà, si on définit x dans le sens opposé de la force, ça donne QEX. Tout dépend du sens de définition de x. Plus n'importe quelle constante. Et donc ça, c'est bien de la forme QV. Q fois quelque chose, on peut calculer, factoriser la charge et faire apparaître donc la fonction V. Donc là, moins EX plus constante. La constante donc, qui donne la valeur du potentiel lorsque X est nul. Donc voilà, donc c'est une situation très simple, hein, très simple. Donc là, on voit que le potentiel ne dépend que de X. Vu que j'ai mis X dans le sens du champ, eh bien le potentiel décroît avec X, c'est ce que vous voyez sur la courbe d'en haut que vous avez. Et le champ électrique, il est dirigé donc dans le sens des potentiels décroissants. La force conservative, elle est toujours dirigée dans le sens de l'énergie potentielle décroissante. Donc là, si on considère une charge positive, la force est dans le sens de E, et l'énergie potentielle décroît en même temps que le potentiel V. Donc on a, pour une charge positive, là, une force qui est dirigée vers la droite du dessin, et une énergie potentielle qui décroît quand on avance le long de X. Si la charge est négative, la force est dans l'autre sens. La force est dans l'autre sens, et l'énergie potentielle est à l'opposé du potentiel. Donc ça ne change rien, hein. La force, elle est toujours dans le sens de l'énergie potentielle décroissante. Toujours, toujours. Voilà. Et ce qui vous sera très très utile, c'est d'être capable d'écrire très rapidement la variation d'énergie potentielle. Donc là, par exemple, entre l'entrée et la sortie, entre x égale à 0 et x égale à d, là, entre les deux, on a donc une variation d'énergie potentielle qui est égale à Q fois la variation du potentiel. Et la variation du potentiel, eh bien, c'est la différence de potentiel entre ces deux points. D'accord ? Donc la tension U. U qui ici sur mon dessin est négative. Le potentiel est plus petit en D qu'en 0. Voilà, donc la variation d'énergie potentielle, elle est facile à exprimer avec la tension qui polarise. Et donc, voilà.
Donc on a un champ électrique qui va être dirigé dans le sens des potentiels décroissants et en valeur, la valeur de la tension divisée par la distance entre les deux plans polarisés. Voilà, donc là, la tension, la différence de potentiel entre les deux armatures divisée par la distance des armatures. Donc ça, c'est un peu plus nouveau. C'est utile à bien comprendre, ça reste simple comme relation, mais il faut bien le comprendre. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Donc, tout ça, voilà, c'est vraiment les choses qui sont écrites dans le poly, mais à comprendre, prenez du temps pour que ça vous parle quand même. Hein. Alors, bien. Donc, on va juste voir un exemple de mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme et constant, donc dans le cas qu'on vient de traiter. D'accord ? Le cas qu'on vient de traiter, c'est-à-dire que le champ électrique est le même partout et tout le temps. Voilà, donc si c'est le même partout et tout le temps, bah forcément, lorsque la particule va bouger, elle va se déplacer, donc M va changer de position, mais M va changer de position, mais le champ sera tout le temps le même, puisqu'il est partout le même. Donc, même si la particule se déplace, la force qu'elle subit sera toujours la même. D'accord ? Donc, si le champ est uniforme et constant, il est partout et tout le temps le même. Donc, lorsque la particule se déplace, elle est toujours soumise au même champ. Donc, c'est un mouvement à force constante. Et c'est un mouvement conservatif, puisque cette force est conservative, à force constante. Donc, c'est un cas qui, normalement, maintenant, est simple pour vous. Hein, j'insiste, ne vous compliquez pas la vie. Identifiez bien que c'est une force constante et un mouvement conservatif. Donc, plus simple, il n'y a pas de force. Quoi. Hein, voilà, c'est juste une formulation nouvelle, mais c'est un cas hyper simple. Donc, comme le mouvement est conservatif, on va dire quoi ? La variation d'énergie potentielle, ça va être le travail de cette force. Donc, ça va être l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Électrostatique. Laquelle énergie potentielle électrostatique, on vient de voir, est proportionnelle à la charge et au potentiel électrique. Hein, donc, avec ce qu'on vient de voir, il faut penser peut-être à écrire la variation d'énergie cinétique comme ceci, pour faire le lien avec la tension. Bien. Cette relation, donc, elle vous permet de bien comprendre, maintenant il faut être au point, l'électron-volt. La variation d'énergie cinétique au cours du mouvement de cette particule est liée à la variation du potentiel électrique. Si on a une charge qui est la charge élémentaire, celle de l'électron, du coup, si c'est un électron moins Q, c'est E. Si la variation de potentiel, c'est 1 volt, eh bien, la variation d'énergie, c'est 1 électron-volt. Voilà, donc 1 électron-volt, c'est là très directement l'énergie cinétique gagnée par un électron lorsque le potentiel, lorsqu'il se déplace, de sorte que son potentiel électrique varie de 1 volt. Donc son potentiel électrique, c'est la valeur de V à l'endroit où il se trouve. Voilà, donc ça, on l'avait déjà dit, mais c'est maintenant limpide et flagrant dans les relations là qu'on va écrire. Bien. Équation du mouvement. Donc là, la précédente aussi vous permet de connaître la valeur de la vitesse, simplement en lien avec le déplacement, c'est-à-dire la variation du potentiel d'un point à l'autre. Là, on a la valeur de la vitesse. Si on veut la trajectoire, alors qu'elle n'est pas évidente, on va écrire l'équation du mouvement, mais c'est un mouvement à force constante, puisque le champ électrique
est partout et tout le temps le même. Donc la particule est toujours soumise au même champ, tout le temps le long de sa trajectoire. Donc c'est une force constante, donc l'accélération, elle est constante. Donc mouvement accélération constante, vous l'avez dit vendredi, on sait ça, c'est un mouvement donc parabolique. C'est intégré éventuellement 2 fois pour exprimer la trajectoire. C'est une parabole. Une parabole qui tourne autour de la direction de E. D'accord? Là, vous avez la direction de l'accélération. Donc après, laquelle, ça dépend de la vitesse initiale et de la position initiale. Voilà. Donc cette parabole, on l'a vue, je vous l'ai mise là. Ouais. On l'a vue sur la vidéo. Donc on a vu que ici, là, sur le truc de droite, le faisceau d'électrons, donc je vous rappelle ce sont des électrons, donc à charge négative, ce faisceau-là, avec une vitesse donc, qui va là, vers la droite, il est dévié par ce champ électrique. Donc là, vous voyez en bas comme en haut, vous voyez les plaques, là, les plaques chargées, donc chargées positives en haut, négatives en bas. Donc le champ électrique, il est de haut en bas. La force, puisque ce sont des électrons, elle est de bas en haut. Le poids, peu importe, on a vu tout à l'heure que franchement c'est peanuts. Donc que ce tube à vide soit horizontal, vertical, oblique dans le labo, peu importe, on verra la même chose. Donc là, il y a à prendre, puisque c'est vide, il n'y a à prendre en compte que la force électrique, uniquement. C'est tout. Et donc cette force électrique, elle est là dirigée vers le haut. On a une parabole incurvée vers le haut. Voilà. La configuration qui est très utile, c'est celle qui est vraiment la plus simple en accélération linéaire, c'est-à-dire avec E parallèle à la vitesse. Donc les deux collinéaires. C'est ce qu'on a ici au début. Là, au tout début, on a donc le canon à électrons, c'est-à-dire ici 2 électrodes, celle de droite positive, celle de gauche négative, et un champ électrique, donc là de droite à gauche, une force électrique qui agit sur les électrons de gauche à droite. Et cette force, elle est collinéaire à leur vitesse. Donc elle travaille le plus possible. Vous vous souvenez, la force électrique, c'est la seule qui travaille. Donc si on veut lancer, accélérer les particules, former un faisceau d'électrons, il n'y a pas le choix, c'est la force électrique qu'il faut utiliser dans le bon sens, dirigée de façon optimale pour que cette force, elle travaille positivement le plus possible, qu'elle soit motrice. Voilà. Donc ça, c'est l'accélération linéaire. Voilà, ce qui permet vraiment d'accélérer les particules. C'est le principe de l'accélérateur de particules. Donc pour vous, c'est hyper simple à écrire, la force est constante, c'est conservatif, la force est constante, la force est parallèle à la vitesse. L'accélération est parallèle à la vitesse. Voilà. Donc si on considère qu'au début c'est immobile, bon c'est un petit peu illusoire, mais on peut peut-être dire qu'au départ, la vitesse d'agitation thermique elle est négligeable par rapport à celle qui va venir ensuite. Eh bien, voilà, on a une vitesse qui apparaît proportionnellement au temps. Ok, l'accélération, c'est QE sur M. Donc, on a bien cette loi horaire. Voilà, la vitesse qui augmente avec le temps, directement. Si on veut simplement connaître la valeur de la vitesse à l'arrivée, le plus simple, comme toujours, c'est le bilan d'énergie. Conservation de l'énergie mécanique ou variation de l'énergie cinétique à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc ça, c'est ce qu'on écrit tout à l'heure, c'est très direct. Donc là, pour l'accélération linéaire, on a donc une vitesse initiale qui doit être collinéaire. Ça, c'est le signe de proportionnalité. Donc vitesse collinéaire au champ électrique. Pour que le mouvement reste rectiligne,
Et dans ce cas-là, bah, c'est optimal. On a une variation d'énergie cinétique directement liée à la variation de potentiel. Lorsque par contre la vitesse n'est pas collinéaire au champ, eh bien le champ a un effet de déviation. C'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Cette déviation, si on veut la mettre en œuvre, la configuration optimale, c'est de mettre le champ orthogonal à la vitesse. Le rôle du champ étant ici de dévier la trajectoire et non plus de modifier l'énergie cinétique. C'est différent. Donc là, on veut, pour dévier, avoir plutôt un effet radial, un effet normal, optimal, donc idéalement une vitesse orthogonale à E. Voilà, c'est l'exemple qui est traité, donc c'est un peu ce qu'on a vu là, d'accord. Au départ, la vitesse est orthogonale à E, mais pas après, puisque le champ E, lui, il garde sa direction. Alors que la vitesse, elle a changé de direction à cause de l'accélération. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est développé dans l'exemple de la déflexion. Par exemple, c'est ce qui intervient dans un tube cathodique. Dans un tube cathodique, on a comme ça ce qu'on appelle des plaques de déflexion. Donc des paires de plaques parallèles entre elles, polarisées. Alors c'est plusieurs milliers de volts entre les deux. Et un faisceau qui arrive ici perpendiculairement à E. La vitesse d'arrivée, c'est orthogonal à E. Et E donc va jouer en déviation. Donc on a là une portion de parabole. Bien, donc on va décrire ça dans l'hypothèse très simplifiée où il y a un champ électrique ici, dans cette zone, rien avant, rien après. Donc c'est très simplifié comme description, puisque le champ électrique il est ressenti un petit peu avant et un petit peu après quand même. À l'intérieur, ok, c'est bien uniforme, mais voilà, ça c'est une description donc très très simplifiée. Donc vous avez le calcul là qui est sur le poly. On va le voir ensemble. Donc c'est un mouvement parabolique sans aucun piège, force constante. La vitesse, donc le long de, la vitesse, comment je l'ai noté, la vitesse orthogonale, voilà. La vitesse orthogonale à la force, ça reste tout le temps la même, V0. L'accélération est toujours collinéaire à E. Donc là, en orthogonale à E, on a toujours la même vitesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, c'est la vitesse parallèle à E, celle-là, cette composante-là, qui va apparaître déjà et qui va être de plus en plus forte. C'est là qu'il y a accélération. Okay. Donc une composante de la vitesse qui est constante, l'autre qui ne fait qu'augmenter. Accélération constante dans la direction du champ, donc dans la direction perpendiculaire à la vitesse initiale. Ça, c'est le cas général, on a vu ça en cinématique il y a des mois. C'est un mouvement rectiligne uniforme orthogonalement à l'accélération et uniformément accéléré tangentiellement à l'accélération. Voilà. Donc on sait exprimer la vitesse orthogonale à E, qui reste tout le temps la même, et parallèle à E, qui augmente au cours du temps, qui augmente de façon régulière et constante, puisqu'on considère que E est tout le temps le même. Voilà. Et ça uniquement dans cette zone. Uniquement dans cette zone. Et donc ce qu'il faut savoir calculer, ce qu'il faut comprendre et savoir calculer, c'est quelle est la déflexion, c'est-à-dire l'angle de déviation obtenu, donc la comparaison entre la vitesse avant cette zone et la vitesse après cette zone. Donc on considère que sitôt sorti, il n'y a plus de champ électrique. Donc à partir de là, on a un mouvement rectiligne uniforme. Voilà.
Donc c'est l'hypothèse de l'absence de champ dès que c'est sorti de la zone. Donc il n'y a que sur cette zone de largeur A qu'il y a déviation et accélération. Sitôt sorti, et plus rien, c'est rectiligne uniforme. Avant, rien, c'est rectiligne uniforme à la vitesse V0. Donc tout ce qu'il faut identifier, c'est quelle est la vitesse de sortie. Quelle est la vitesse à la sortie, ici. Donc la vitesse en horizontal, là sur mon dessin, c'est toujours la même depuis le début, c'est V0. Et l'autre, eh bien, c'est celle qui est atteinte à la sortie. Donc oui, voilà, ça c'est la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire que la deuxième loi de Newton nous dit MA égale à QE. Donc l'accélération, c'est QE sur M. Avec uniquement E qui s'applique, c'est la seule force qu'on prend en compte. D'accord? Donc on a un vecteur accélération qui est égal à QE sur M. Voilà, donc on retrouve là QE sur M. Donc accélération fois le temps, qu'elle est constante, eh bien ça donne la valeur de la vitesse. Voilà, il n'y a que la force QE qui s'applique, c'est la seule, hein. Le poids est négligeable et c'est dans le vide. Donc voilà, donc c'est ce qui donne cette composante de vitesse gagnée par accélération due au champ électrique. Donc dans la direction parallèle au champ électrique, qu'on peut appeler Y, hein, par exemple. Non, j'avais dit X tout à l'heure, ça c'est l'équivalent de la direction X de tout à l'heure. Eh bien, on a une vitesse qui est l'accélération QE sur M fois le temps. Et donc, pour savoir quelle est la vitesse à la sortie, il suffit de savoir quelle est la date de sortie. Combien de temps ça met? Pendant combien de temps est-ce que c'est dévié? Pendant combien de temps est-ce que c'est accéléré? Et donc, combien de temps? Eh bien, c'est facile à trouver puisque c'est la durée de passage dans cette zone de largeur A à la vitesse horizontale, là, V0. Donc cette largeur A sur la direction Y, elle est parcourue à vitesse constante, V0. Ok? Donc la durée, c'est simplement A divisé par V0. Voilà. Donc la vitesse obtenue à la sortie, eh bien c'est QE sur M fois cette durée-là. Voilà. Je regarde, mais je crois que je ne vous l'ai pas écrit. Donc je vais effacer ça. Donc la durée du trajet, c'est A sur V0. Et donc là, à cet endroit-là, on a une vitesse parallèle qui vaut QE sur M fois A sur V0. Voilà, parce qu'elle était nulle à l'entrée et elle a augmenté selon cette loi-là pendant la durée A sur V0. Durée du trajet sur cette longueur A. Voilà. Et donc la tangente de l'angle, bah, c'est la composante parallèle au champ divisée par la composante normale. Donc celle-là divisée par V0. Voilà. Donc là, ce qu'on voit dans ce résultat, alors bien sûr sur résultat, il n'est pas du tout à connaître. Hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre le modèle, bien comprendre que c'est une composition très simple de mouvements uniformes et de mouvements uniformément accélérés, des basiques hein, de la cinématique. Seulement, on écrit l'accélération comme QE sur M, on adapte au problème. Et on cherche l'angle de déviation, donc comparer ce qui se lit dans les deux composantes de vitesse à la sortie. Et donc là, on voit que l'angle de déviation, pour un dispositif donné, c'est-à-dire toujours un faisceau d'électrons, par exemple, si je parle du tube cathodique, c'est toujours un faisceau d'électrons. Donc toujours des électrons, Q est toujours le même, M est toujours le même. C'est charge et masse de l'électron.
toujours dans le même tube. Donc la distance A, c'est toujours la même. Toujours dans le même tube, on va avoir toujours le même canon à électrons, donc toujours la même vitesse V0. Et ensuite, eh bien, on peut modifier E. On peut modifier E en changeant la tension entre les plaques. On peut changer sa valeur, on peut changer son sens en inversant la polarité. Donc c'est comme ça que fonctionnent les écrans à tube cathodique. On a un faisceau d'électrons qui balaye l'écran et qui le balaye en étant dévié par ce type de paire de plaques. Deux pour la déviation horizontale, donc une paire pour la déviation horizontale, une autre paire pour la déviation verticale. Et la déviation, elle est proportionnelle au champ, c'est-à-dire en fait à la tension qu'on applique entre les plaques. Voilà, donc on peut déplacer le faisceau comme ça, simplement en réglant la tension appliquée entre les plaques. Voilà. Alors je viens de voir la question de Baptiste sur le V0 carré. Le V0 carré, donc il apparaît au carré parce que c'est le rapport des deux vitesses. Donc celle-ci, la vitesse, donc la verticale à la sortie, divisée par la vitesse horizontale qui est V0. Donc c'est pour ça qu'il y a un V0 carré, c'est ça qui donne la tangente de l'angle. Côté opposé sur côté adjacent. Donc V parallèle sur V orthogonal. Voilà, bon ça je vous conseille de le réécrire, de le prendre comme un exercice, mais c'est vraiment l'exercice classique. Et bien exploiter les deux composants du mouvement, uniforme et rectiligne uniformément accéléré. L'hypothèse qu'il n'y a pas de champ avant, pas de champ après, un champ que sur une largeur A. Et voilà, et le réécrire comme ça vous vient. Voilà, donc déjà le comprendre qualitativement et le garder à l'esprit qualitativement. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le coup. Je vous propose juste de regarder une animation. Donc pour ça, je vais vous partager Attendez, il faut que je retrouve. Je vais vous partager une émission pour vous montrer donc l'accélérateur linéaire. Quick. Voilà. Donc là, vous voyez donc sur l'écran, là, une animation d'accélérateur linéaire de particules, ce qu'on appelle un INAC. Donc c'est quelque chose qui permet de former des faisceaux de particules chargées de haute énergie. Alors maintenant on a mieux, hein, on a maintenant des cyclotrons, des synchrotrons, des choses qui permettent de monter encore plus haut. Mais là, ces accélérateurs ont un principe très très simple. C'est d'accélérer les particules grâce à un champ électrique qui est dans le sens de leur déplacement, ou en sens opposé si ce sont des particules négatives, de charge négative, avec un champ qui est bien tangent à leur vitesse, et une force qui est motrice. Donc l'idée c'est de les pousser. Bon, mais pour gagner beaucoup d'énergie, eh bien, il faut fournir un nombre élevé de joules ou d'électronvolts. Hein, et techniquement, hein, vous avez vu là, la variation d'énergie cinétique delta UC, c'est Q delta V. Et non, là je ne peux pas écrire dessus. Delta UC, c'est Q delta V. Et donc, on est limité parce que techniquement, on sait créer des différences de potentiel de plusieurs dizaines de milliers de volts, mais on ne va pas monter au mégavolt ou téravol, quoi. Voilà, techniquement, c'est pas possible. Il y a un moment où on ne sait plus faire. Donc, on utilise des tensions, par exemple, en dizaines de milliers de volts, et on l'utilise plusieurs fois. Voilà, c'est ça le principe d'un accélérateur linéaire. Donc, vous voyez, on a un seul générateur de tension U, qui est à gauche, là, représenté à gauche.
Et on a donc plusieurs zones qui sont en orange, connectées par les fils rouges à ces deux bornes. Donc on a un potentiel en haut et un potentiel en bas, un autre en bas. La différence des deux potentiels, c'est la tension U, donc mettons 10 000 volts. Quoi. Et donc on a des conducteurs, qui sont les rectangles orange. Chacun a un potentiel, alternativement celui d'en haut, le potentiel élevé, ou celui d'en bas, le potentiel plus faible. Bon, si on laisse ça comme ça, on va avoir un potentiel élevé puis faible, puis élevé puis faible, puis élevé plus faible. Donc ça va générer des champs qui vont sans cesse changer de sens. Donc on fait ça comme ça avec une tension alternative. Une tension alternative, ce qui fait que le champ électrique qui est dessiné en violet, entre les conducteurs orange, il change de sens au cours du temps. Voilà. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la particule chargée, eh bien, elle soit toujours accélérée. Là voilà la particule. D'accord? Donc si c'est bien fait, à chaque fois qu'elle change de zone orange, eh bien, elle a le champ dans le dos, ou la force dans le dos surtout, et un effet moteur qui fait qu'elle est poussée à chaque fois et qu'elle accélère et qu'elle va de plus en plus vite. Donc ça permet d'utiliser plusieurs fois, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, la même tension, par exemple, de 10 000 volts. Donc comme si on avait généré 70 000 volts en un seul coup d'accélération. Donc pour que ça marche, il faut que ça soit bien synchronisé. Parce que le champ la polarité doit s'inverser et être pile poil bien inversée lorsque la particule passe. Et donc vous voyez qu'elle n'est accélérée que dans l'intervalle entre les deux zones oranges. Chaque zone orange est une zone équipotentielle. Le potentiel est uniforme, le champ électrique il est nul. Si l'énergie potentielle est uniforme, c'est un plateau, il n'y a pas de force. Donc dans chaque zone orange, il n'y a pas de force. Et c'est juste dans les zones, dans les intervalles entre ces zones oranges, entre ces conducteurs, qu'il y a une force et qui, si c'est bien fait, si c'est bien coordonné, bien synchronisé, est toujours motrice. Vous voyez qu'à chaque changement, pas l'énergie augmente et augmente et augmente et augmente. Voilà. Et par contre, si c'est pas bien synchronisé, eh bien, elle va peut-être un peu accélérer, puis après elle va retrouver le champ dans le nez, peut-être. Enfin, vous voyez, l'énergie elle augmente, puis elle diminue, puis si on n'a pas de bol, la particule elle est relancée dans l'autre sens. Bon, là elle est stoppée, bon, ça reste une animation, hein, mais voilà, faut comprendre qu'il faut que la fréquence soit bien la bonne, et donc si c'est à fréquence constante alternative, eh bien, pour que ça marche, il faut que les conducteurs orange soient de plus en plus longs, puisqu'il faut que les particules mettent le même temps à parcourir les différents conducteurs, alors qu'elles elles ont gagné en vitesse. D'accord? Donc c'est un problème. C'est un problème parce que c'est très encombrant. Très très encombrant. Donc pour régler ce problème-là, eh ben maintenant on les fait tourner en rond, puisqu'il va falloir utiliser une multitude de fois le même accélérateur, donc la même accélération par exemple 10 000 volts, eh bien maintenant on les refait faire demi-tour pour repasser dedans. Parce que sinon ça finit par être interminable, quoi. Ça prend beaucoup trop de place. Mais pour nous, c'est vraiment l'exemple le plus simple, puisqu'il n'y a qu'une direction, trajectoire rectiligne, avec des accélérations. Voilà. Et puis si on lance comme ça, pour voir avec Thibaut ce que ça peut donner, c'est un peu moins bien, un peu moins efficace. Elle a été parfois ralentie. Bon, donc si ça continue encore, elle aurait été de plus en plus ralentie. Et au final, voilà. Donc il y a des situations catastrophiques et puis des situations optimales. Que ça soit synchronisé. Donc l'essentiel à comprendre, c'est aussi que donc forcément la longueur de chaque zone doit être adaptée à la durée de parcours, donc à l'énergie cinétique acquise, et donc c'est de plus en plus long. Et voilà. C'est très encombrant. Donc ça, c'est utilisé pour des accélérations modérées.
Voilà, si on veut monter jusqu'à quelques dizaines ou milliers d'électronvolts, ok. Si on veut monter beaucoup plus haut, non, c'est trop long, c'est trop encombrant. Voilà. Voilà pour cet exemple. Bien. Donc là, j'ai retrouvé mes diapos. Bien. Voilà, donc l'autre partie du cours là, avec le champ magnétique, on le lira demain matin à 8h30. Là, on va parler du TP. Voilà, donc vous me direz hein, s'il y a des points que vous voulez qu'on reprenne, que ça soit bien clair. Et vous l'avez pas redit, hein, mais pensez à prendre en note au brouillon là, tout ce qu'on fait. Ça vous aide aussi sans doute à vous concentrer. Ah, vous êtes déconnecté un quart d'heure, d'accord, j'ai pas vu aussi longtemps. Ouais, j'ai plus rien. Moi, j'ai été déconnectée 2 fois. Voilà, bon, là, vous avez tout le support, mais n'hésitez pas à lister vos questions en lien avec ce que vous avez manqué, ou même si vous étiez connecté, effectivement, pour que ça soit bien clair. Ouais. Donc là, je vous explique ce qu'on va faire sur le TP. Donc, vous avez préparé votre compte rendu. Là, on va voir ensemble un petit peu ce que vous avez trouvé comme résultat et je vais vous expliquer un petit peu la démarche. Et ce que je vous demanderai de faire ensuite, c'est de corriger votre compte rendu, de l'auto-corriger, avant de le déposer sur Moodle. Donc là, ne prenez pas en note ce qu'on va faire sur votre compte rendu, puisqu'il est, voilà, il est bien nickel. Vous pourrez l'annoter après avec un crayon de couleurs différentes, ou voilà, et c'est ça que vous déposerez sur Moodle d'ici la fin de la semaine. Je vous laisse le temps de reprendre la correction. Donc tout à l'heure, je vous donnerai la correction écrite. Et puis vous aurez donc un devoir sur Moodle, un site, un lieu où déposer votre compte rendu après correction. D'accord? Et moi je relirai pour vérifier que vous avez bien repéré tout ce qui va pas. Hein, voilà. Bien, donc là, justement, Léopold, on va regarder là on va faire un point sur le compte rendu de TP. Hop, voilà. Donc vous avez votre compte rendu, vous avez vos résultats. Je vais vous expliquer, enfin voilà, n'hésitez pas à intervenir, un petit peu comment exploiter, parce que l'exploitation, elle est quand même un peu délicate. Enfin, c'est plus ardu que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je voulais vous le faire corriger tout ça pour que vous ayez bien l'occasion de comprendre si vous vous étiez trompé. Donc vous l'avez en tête, hein, on avait une solution avec un mélange donc d'acide chlorhydrique et de chlorure d'aluminium qu'on a dosé par la soude. Voilà, donc montage classique, hein, le même que la fois d'avant, sauf que là, le mélange, c'est pas le même. On a à la fois de l'aluminium et de l'acide à doser par la soude, c'est la même que la fois d'avant. Bien. Pour identifier quelles sont les réactions, hein, ça on l'avait déjà un petit peu dit ensemble, il faut vraiment réfléchir à la présence des réactifs. Quels sont les réactifs potentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qui est là en quantité notable. Si par exemple il y a dans solution aqueuse hydroxyde d'oxonium sans qu'il y ait particulièrement d'acide ou de base, si c'est neutre, bon, ils sont présents, ok, on en est sûr qu'ils sont présents, mais ça reste quand même des espèces ultra minoritaires. Hein, donc lister uniquement ce qui va être là en grande quantité et ce qui va pouvoir intervenir dans le dosage. Là, vous avez indiqué chlorure sodium, ici ils vont rester spectateurs. Donc on a essentiellement trois réactifs. H3O+, parce qu'on a mis de l'acide chlorhydrique, pas parce que c'est de l'eau. Al3+, parce qu'on a mis du chlorure d'aluminium. Et HO- parce qu'on verse la soude.
Voilà, c'est pas H3+ et HO- parce qu'on est en solution aqueuse, hein, c'est parce qu'on a mis de l'acide chlorhydrique et on rajoute de la soude. Donc on est sûr qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réaction entre ces trois-là? C'est ça qu'on se pose comme question, sachant que ce qu'on ajoute, c'est HO-. Donc HO- peut réagir avec H3O+, HO- peut réagir avec Al3+. Donc on avait identifié ensemble déjà 3 possibilités de réaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comparer les constantes, il faut se ramener des coefficients stéchiométriques qui permettent la comparaison, puisque la constante dépend de l'écriture. Donc si je multiplie les coefficients stéchiométriques tous par 10, la constante elle se retrouve puissance 10, quoi, donc ça change tout en ordre de grandeur. Donc pour que ça soit comparable, il faut avoir des coefficients stéchiométriques comparables. Donc là l'idée c'est de se dire on rajoute la soude. Donc si je rajoute par exemple un hydroxyde en versant de la soude, cet hydroxyde va-t-il plutôt réagir avec H3O+ ou avec Al3+? S'il réagit avec Al3+, est-ce que ça sera plutôt pour former le précipité ou plutôt pour former cet hydroxyde ionique? Alors c'est ça les bonnes questions à se poser. Donc a priori on n'en sait rien. Hein. A priori on n'en sait rien. Quand on a fait le TP, on a vu que le précipité n'apparaît pas tout de suite. Donc on peut se douter que c'est pas cette réaction-là qui se fait en premier puisqu'on n'a pas vu le précipité tout de suite. Mais voilà, c'est pas forcément une preuve irréfutable puisque peut-être qu'il y en avait très peu qu'on ne voyait pas. Donc il faut regarder les constantes d'équilibre. Donc il faut les calculer en ramenant le coefficient à 1. Voilà, donc là c'est de la combinaison. Donc vous en avez KS c'est ALOH3, 1 ALOH3 donne 3 HO- et 1 Al3+. Donc là c'est écrit dans l'autre sens, donc ça inverse, 1 sur KS, et j'ai tout divisé par 3, donc racine cubique, ou puissance 1 tiers. Pareil pour la formation là, de l'hydroxyde ionique, qu'on appelle un ion complexe, c'est pour ça qu'on parle de complexation, bon, c'est pas votre programme, mais voilà. Et pour les ions complexes, on note les constantes avec un bêta. Bon, peu importe pour nous, c'est un équilibre comme un autre, un équilibre chimique comme un autre. Et voilà, donc ça permet de calculer les 3 constantes pour un seul et même coefficient stéchiométrique. Donc là j'ai mis 1, l'essentiel c'est d'avoir le même. D'accord? Donc si vous voulez pas de fraction, vous mettez 12, quoi. Peu importe. Vous mettez 12 et vous aurez toutes ces constantes puissance 12, quoi. Voilà, et donc là on voit bien que c'est 10 puissance 14 la plus grande, puis 10 puissance 10,8, puis 10 puissance 8,5. Donc c'est comme ça qu'on voit que la réaction qui va se faire en premier, d'après les constantes thermodynamiques, c'est celle qui a la constante la plus élevée, c'est la plus facile, c'est-à-dire que l'hydroxyde qui arrive au début, il va plutôt réagir avec H3O+, plutôt qu'avec Al3+. Voilà. Et on voit d'autre part que, donc c'est la première réaction de dosage. Et on voit d'autre part qu'une fois que cette première réaction est faite, il n'y a plus d'H3O+. Enfin, il y en a toujours un peu dans l'eau, mais plus en stock à doser. Donc ensuite, ça va réagir avec Al3+. Donc est-ce que c'est pour former le précipité ou pour former l'hydroxyde ALOH4-? Eh bien, on voit que c'est le précipité qui va se former en premier. C'est plus facile. Donc la deuxième réaction, ça va être celle-là, lorsqu'il n'y aura plus, lorsque l'acide sera déjà dosé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup la troisième, eh bien, on la verra jamais. On la verra jamais puisqu'elle se ferait après la première, et après la première, il n'y a plus Al3+. Donc elle ne peut pas se faire. Elle ne se fera pas. Voilà. Donc on va avoir la première, dosage de l'acide, puis dosage de l'aluminium avec précipitation, puis autre chose, mais pas celle-là en tout cas, pas celle qui est notée 3 là dans le corrigé. D'accord? Ça c'est ce que montre la thermodynamique. Alors après, quand on a fait l'expérience, on a vu que forcément le pH il a fait qu'augmenter, puisqu'on verse de la soude.
on a vu que au début, il n'y avait pas de précipité, que le précipité apparaît ensuite. Donc c'est bien conforme à ce qu'on a identifié avec les constantes thermodynamiques. D'accord? Là, dans la courbe théorique, on voit 2 points anguleux. Et ça correspond avec votre observation, le précipité apparaît, puis disparaît. Donc il apparaît au premier point, il disparaît au dernier point. Vous avez dû noter que dans cette zone intermédiaire, c'est là que vous avez vu le précipité. Alors on ne le voit pas tout de suite. Il est très peu visible, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne le voit pas tout de suite et on ne le voit plus avant qu'il finisse de disparaître. Mais lorsque vous l'avez bien vu, ça devait être dans cette zone-là. Que vous l'avez bien vu, à peu près dans cette zone-là de volume. Voilà, donc ce qui correspond normalement à ça. Voilà, donc on a des équivalences qu'on peut identifier. Ici, apparition du précipité. Là, un saut de pH. Et puis là, disparition du précipité. Donc ça, c'est vraiment les 3 points à exploiter, les 3 volumes à exploiter. Voilà, donc on a d'abord dosage de l'acide, HCl, puis réaction de précipitation, réaction entre la soude et Al3+. Voilà, voilà. Alors, vous avez fait l'exploitation en vous basant donc sur ces 3 volumes, donc on va dire 10, 22 et puis 26. Voilà. Bon, après, vous, les vôtres, c'est peut-être pas tout à fait ça, hein, mais dans l'idée, ça doit pas être très loin. Ça doit pas être très loin. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez bien fait votre exploitation? Vous avez trouvé quoi? Normalement, votre réponse est là-dedans. J'ai essayé d'imaginer ce qu'on pouvait trouver un peu en se trompant, mais j'ai peut-être oublié des erreurs potentielles. Donc là, ce que je vous demande, hein, c'est, attention, la concentration en Al3+. Hein. Attention, que vous en avez identifié 2. Hein. Donc là, celle que j'attends, c'est pour Al3+. Hop. Alors, c'est long de retrouver votre résultat. Il n'y a qu'à recopier, hein, ABCD. Bien. Bon, vous êtes 53% à avoir correctement exploité les données. Bravo, hein, parce qu'il n'est pas facile. Hein. Alors voyons quelles sont les erreurs à ne pas faire. Hein. Là c'est sincèrement facile de se tromper dans le décompte. Donc la première réaction, c'est le dosage de l'acide chlorhydrique. Donc jusque là, ça, là et là. Donc il faut comptabiliser les choses. On a là une réaction avec des coefficients qui sont très simples. 1 pour 1, c'est la même que la dernière fois. Donc ce premier dosage, on a un volume équivalent de 10 ml. Et qu'est-ce qu'on va dire à l'équivalence? Eh bien que on a dû verser autant de soude qu'il y avait au départ
d'acide chlorhydrique. D'accord? Donc là, c'est un cas très simple, même coefficient, acido-basique, CaVa égale CbVb si vous voulez, mais surtout savoir l'expliquer. Hein, comme c'est 1 pour 1, il faut verser à l'équivalence, donc pour doser la totalité de l'acide chlorhydrique présent au début, avoir introduit autant de soude qu'il y avait au début de l'acide chlorhydrique. Donc au début, il y avait de l'acide à concentration C1, on a mis un volume V0 de 100 ml. On introduit la soude de concentration connue C, 0,5 mol par litre. On a à l'équivalence un volume de 10 ml. Voilà. Et donc ce qui vous donne accès à la concentration initiale en HCl, est noté C1. Donc là, 0,05, après vous avez peut-être un petit peu 49, 51, 52, je ne sais pas. Hein. Voilà, avec votre incertitude essentiellement graphique sur l'identification là de cette équivalence. Donc on peut la lire là ou là. Lorsque l'acide a fini d'être dosé, eh bien s'il était tout seul, on aurait eu un saut de pH, comme ça. Mais comme il n'est pas tout seul, lorsque le pH augmente suffisamment, ça devient suffisamment basique pour que l'hydroxyde précipite. Hein, donc là, c'est vraiment l'apparition du précipité d'hydroxyde, ici, qui vous fait la fin du dosage. Voilà. Donc ça, c'est classique. On a une conductivité qui diminue, puisque on ajoute des Na+, qui sont spectateurs mais qui s'accumulent, hein, qui restent. Donc ça contribue à une élévation de la conductivité, mais on consomme les H3O+. Donc on remplace un H3O+, par un sodium, et les oxydiums sont beaucoup plus mobiles, leur conductivité en coefficient lambda est beaucoup plus fort. Donc en fait, c'est cette perte qui l'emporte, la conductivité diminue. Voilà, vous me dites hein, s'il y a un problème. Et donc, voilà. Donc ça, c'est comme pour le TP précédent. Alors ensuite, deuxième dosage, on est entre là et là. Entre là et là. D'accord? Donc, c'est Al3+, qui précipite. Voilà. Et là, par contre, c'est pas 1 pour 1. Il est là le piège. Il est là le piège. On a vu la constante d'équilibre, c'est je ne sais plus combien, 10 puissance 10. Enfin, voilà, c'est une réaction totale de dosage, mais 1 et 3. Donc là, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est le même que l'autre fois. C'est que le volume à prendre en compte, c'est celui-là, uniquement. D'accord ? Les 10 premiers millilitres de soude, ils ont déjà réagi avec l'acide. Donc là, on n'a que 12 millilitres à prendre en compte pour la réaction de précipitation. Voilà, uniquement. Uniquement 12 millilitres, pas 22. Et d'autre part, dans ces 12 millilitres de soude, donc on peut calculer la quantité de soude apportée, eh bien, il faut 3 fois plus de soude que d'aluminium. D'accord ? Donc on peut calculer 12 millilitres fois les 0,5 mol par litre. Ça vous donne une quantité de soude. Eh bien, cette quantité de soude, c'est le tiers, pardon, c'est 3 fois plus, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est 3 fois plus que la quantité d'aluminium. D'accord ? La quantité de soude apportée, c'est 3 fois la quantité d'aluminium présent au départ, puisqu'il faut 3 fois plus de soude que d'aluminium pour cette réaction-là. Donc normalement, si vous avez bien repris le compte-rendu de la dernière fois, vous ne vous êtes pas trompé, vous avez bien compté 12 millilitres et pas 22, mais le nouveau piège, c'est ce 3. Il faut mettre du bon côté. Il ne faut pas l'oublier et il faut le mettre du bon côté. Voilà. Donc bien voir que dans le coefficient, là,
on a besoin de 3 fois plus de soude que d'aluminium. Donc il faut diviser par 3 la quantité de soude apportée pour avoir la bonne quantité d'aluminium et après le ramener au volume. Alors on peut aussi écrire que C fois V équivalence 2, donc la quantité de soude totale apportée jusqu'à cette deuxième équivalence a servi à doser l'acide, C1V0, puis à doser l'aluminium, et donc correspond à 3 fois la quantité d'aluminium, puisqu'il faut 3 fois plus de soude que d'aluminium. D'accord? Donc la soude a servi à doser l'acide, puis l'aluminium, donc la même quantité que d'acide au départ, plus 3 fois la quantité d'aluminium, c'est la quantité totale versée depuis le début. C'est aussi une autre façon de faire le bilan, enfin, il y a plein de façons, mais le résultat doit toujours être le même, et pour les mêmes raisons. Donc si vous expliquez, il faut expliquer votre relation d'équivalence, eh bien du coup ça devient clair. Et voilà. Et donc c'était la réponse C. Voilà. 20 millimoles par litre. Bien. Et donc ça, c'est tant que le précipité se forme. Alors tant qu'il se forme, on voit que la conductivité, elle diminue. Elle diminue puisque, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de la soude qui réagit, mais on ajoute des Na+, alors qu'on fait disparaître les Al3+. Donc là, il faut voir que ajouter 3 cations Na+, eh bien, ça ne compense pas la conductivité d'un seul cation Al3+. Un seul cation Al3+, c'est plus mobile, ça conduit plus que 3 cations Na+. On peut pas le deviner, vous avez les lambda qui vous le montrent. Donc c'est normal que ça diminue encore. Ça diminue moins qu'avant, mais ça diminue encore. Voilà, donc ça permet de justifier, de voir que c'est bien cohérent. Alors attendez, là, je vous l'ai mal mis le trait. Le trait, il est au saut de pH. Il est au saut de pH, il n'est pas à la fin. Et le dernier rang, là, c'est la troisième équivalence. Donc là, on a cette zone-là. Cette zone-là, sur laquelle on voit que le précipité disparaît. Là, il était très présent au saut de pH, et après, il disparaît. Donc s'il disparaît, c'est qu'il est consommé. Donc c'est dans cette zone, là, où il y a une nouvelle réaction, où le précipité, en présence de davantage de soude, disparaît donc en hydroxyde suivant. Voilà. Et donc là, par contre, ça redevient classique. On a des coefficients 1 et 1. D'accord? Donc là, on a formé autant de précipité qu'il y avait d'aluminium au début. Et en ce moment, sur cette zone-là, il faut autant de soude que d'aluminium, en fait. Donc là, si vous comptez ce volume-là, c'est-à-dire c'est... ça fait combien ça? 6 millilitres? Plus quelques millilitres là. Eh bien, c'est 1 pour 1. 1 pour 1. Donc là, le bilan, il est de nouveau plus simple, mais pas sûr qu'il soit complètement fiable. Donc là, on a 1 pour 1. Donc la quantité de soude versée depuis la troisième équivalence est égale à la quantité d'aluminium qui était présent au début, c'est-à-dire à la quantité de précipité formé ou à la quantité de cet ion complexe qu'on va former. C'est 1 pour 1. Bon, il se peut que vous n'ayez pas obtenu tout à fait le même résultat, parce que quand on calcule la constante de cette troisième réaction, on ne l'a pas fait au début, donc c'est un caca, c'est une combinaison de l'équilibre 2 et de l'équilibre 3 du début. Eh bien, on trouve une constante qui est supérieure à 1, donc une réaction qui se fait visiblement, on l'a bien vu, elle se fait complètement, mais elle n'est peut-être pas quand même suffisamment totale, suffisamment avancée pour que le dosage soit fiable. Ce qui fait que là,
on a un volume à verser qui peut apparaître plus fort que ce qu'on attend. Donc votre troisième point, là, il se peut qu'il soit un peu plus loin. Cette raison-là, parce que c'est pas suffisamment total pour faire un dosage. Donc le dosage fiable, il est vraiment sur cette zone-là, le dosage d'aluminium. La zone suivante permet de valider que c'est bien cette réaction qui fait que le précipité disparaît, mais c'est un petit peu moins sûr en termes de dosage parce que la constante est quand même pas super élevée. Voilà, alors c'est ce que j'ai oublié, c'est que là, donc, la conductivité, elle augmente. Elle augmente puisque le précipité, lui, il ne conduit pas. On rajoute des ions sodium qui vont conduire et on fait apparaître un ion qui va conduire. Donc là, forcément, la conductivité, elle augmente. Et après, on fait que rajouter de la soude, donc la conductivité augmente. Et augmente davantage parce que la contribution à la conduction de H- est plus grande que celle d'AlOH4-, qui est très gros. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Voilà, donc s'il faut bien comprendre, c'est le bilan à la deuxième équivalence, avec le 3 là. Ça qu'il faut bien comprendre, être capable de formuler, d'expliquer. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est d'identifier la valeur du produit de solubilité à partir de vos mesures. Donc ce qui était proposé, et c'est à mon avis le plus sûr, c'est d'utiliser ce coin-là, limite d'existence du précipité. Bon, éventuellement celui-là aussi. Limite d'existence du précipité. Où là, donc juste là qu'il apparaît dans le coin, donc KS est vérifié, mais la quantité de précipité, c'est 0. Donc le pH vous donne la concentration en hydroxyde, la valeur du pH, et puis l'exploitation qu'on vient de faire nous permet de connaître la concentration en Al3+. Alors attention, c'est celle du début, mais un peu diluée quand même parce qu'on a rajouté 10 ml. Donc c'est la quantité du début qui était dans 100 ml et qui se retrouve maintenant dans 110. Donc voilà, là c'est bien de prendre en compte la dilution pour trouver KS. Là. Sinon, on est à 10% près, quoi. Voilà, et donc dire que en ce point-là, donc pH 3,8, ça fait une concentration de 10 puissance moins 10,9. Enfin là, vous prenez dans votre tableau de valeur. C'est pour ça que c'est utile d'avoir le tableau de valeur. Ou sinon, vous prenez là-haut. Et puis, voilà, donc le produit avec la puissance 3, ça vous donne KS. Donc dans l'étape, PKS c'est 32,2. Bon, si vous trouvez un PKS entre 32 et 32,5, c'est super. Hein. Alors, on verra ce que vous avez. Voilà, donc je vous donne le corrigé rédigé, enfin rédigé, les éléments de correction que j'ai rédigés. Vous annotez plus ou moins, selon les besoins, votre compte-rendu. Donc ce que vous faites, c'est simplement identifier ce qui est faux ou approximatif et le corriger ou le compléter. Et puis vous le déposez sur Moodle. Voilà. Et bien. Donc je vous donne rendez-vous demain matin, donc à 8h30, pour la fin du chapitre, c'est-à-dire les mouvements dans B, l'effet du champ magnétique sur les trajectoires de particules. Et puis éventuellement reprendre aussi ce qui a été mal appris aujourd'hui, là, quand ça a dysfonctionné, ou vous me direz quels sont vos besoins pour demain. Et vendredi, donc on aura 2 séances, matin et après-midi, et on aura le temps donc de corriger le TD que je vais vous donner dessus, et puis l'analyse documentaire sur l'expérience de Bertozzi. Là maintenant vous pouvez bien exploiter avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc compte rendu, vous laissez vos erreurs. Ce qui m'intéressera, c'est surtout que vous les ayez bien identifiées et corrigées. Voilà, c'est pour ça que je dis vous faites une autocorrection de votre compte rendu de TP, et donc sur votre compte rendu de TP, hein, et vous déposez ça. Voilà, et moi je referai une lecture
Et peut-être que je trouverai des choses que vous n'avez pas corrigées ou que vous ne soyez pas trop sévère. Hein. Voilà. Parfois je dirais, bah, ça allait bien quand même, c'était ça. Voilà. Bien, j'espère que c'est clair. Bon, bah, faites une pause avant de vous replonger dans ce que vous avez à faire. Vous pouvez prendre un peu l'air, en tout cas quitter l'écran. Ça sera bien. Voilà, j'espère que demain ça marchera sans souci. Sans souci du tout. Voilà, oui, vendredi, il y a cours et TP. Le vendredi. Donc on fera deux petites séances sur chaque thème. Hein. Voilà. Eh bien, bonne soirée, à demain.